Bonjour amis, bonjour amis. L'histoire que je vais vous conter se passe en mai 1940. Que s'était-il passé? Notre armée n'existait plus. Les débris en étaient éparpillés dans un désordre sans nom. On avait vu des unités tenaces, accrochées jusqu'au bout aux défenses de l'Est, alors que de luxueuses limousines, pilotées par d'aimables officiers, atteignaient déjà la Garonne. Oui, pendant que des hommes se faisaient tuer sur la Lys, un major buvait le vin d'Anjou à Laval. Et quand vint la capitulation, certains éléments firent l'impossible pour rompre l'encerclement et rejoindre les Alliés en retraite vers l'Angleterre. Ceux-là ne voulaient pas croire à la défaite. Mais à la même heure, à Toulouse ou à Narbonne, d'autres hommes respiraient avec soulagement, heureux d'en être quittes à bon compte. Ils attendaient le proche écroulement de la France en faisant le plein d'essence. L'empressement qu'ils avaient mis à fouir le canon n'avait d'égal que leur désir de rentrer au plus vite en Belgique et d'y reprendre leurs petites affaires. À côté de ceux-là, il y avait les autres, l'armée des vaincus, l'armée de ceux qui n'avaient pas lâché leurs armes, qui ne l'avaient fait qu'à l'heure du cessez-le-feu. Le sort de l'immense majorité de ces hommes était fixé déjà, dès maintenant, 5 années d'exil dans les Stalacs. Et pourtant, l'ennemi d'aspect courtois et bon enfant poussait le troupeau des armées vers de chimériques centres de démobilisation. Oui, à ces misérables exténués, crevant de soif et trempés de sueur, on avait promis un prompt retour au foyer. Sans guide, désorientés, les malheureux avaient cru à la parole des envahisseurs. D'ailleurs, tous n'auraient pu s'échapper. Et l'on vit de pauvres diables, un instant isolés, courir le long des routes pour rejoindre les colonnes en marche vers les bagnes nazis. Sur la plaine des Flandres, le soleil d'été n'apportait ni joie ni réconfort. On oubliait le temps, la saison. Les oiseaux chantaient-ils? Qui aurait pu s'en rendre compte? Seuls les vainqueurs du jour resplendissaient. Leur masse sombre, écrasante, la multitude de leurs armes diverses et puissantes donnait l'impression d'une force jamais égalée. Des colonnes de fumée noire se perdaient dans l'immensité du ciel bleu. Ça et là, une ferme, un réservoir d'essence ou un véhicule achevait de se consumer. Dans un champ, les ailes brisées, voilà ce qui restait d'un avion. Des chars français au camouflage bigarré, hier si pimpants, aujourd'hui abandonnés, lamentables épaves. Quelques soldats allemands examinaient un canon anglais et discutaient avec force, gestes et sourires. Ils pouvaient se réjouir et faire l'inventaire de l'énorme butin. Les armes s'amoncelaient, matériel acquis au prix des privations d'un peuple et voué à la refonte pour le plus grand profit de l'ennemi. Tristesse. Soldats délabrés et civils, réfugiés aux yeux dilatés d'épouvante, erraient parmi les ruines de notre armée. Avions-nous tout perdu? La France était acculée à la défaite. Les Anglais rentraient chez eux, annonçant avec flegme qu'il reviendra un jour. Mais en attendant, l'Europe était devenue
une gigantesque prison. Mains dans les poches, les lèvres serrées, mais les yeux pleins de rage, un soldat du 21e bataillon du génie longeait le fossé. Des motocyclistes allemands sillonnaient la route. Leur sourire n'agrémentait pas la force brutale qui se dégageait de leurs casques énormes et des grenades émergeant de leurs bottes. L'homme s'en allait, un parmi tant d'autres, étonné d'être en vie, confus de la défaite, mais ne pardonnant rien aux assaillants. Soudain, il s'entendit interpeller. Plusieurs de ses compagnons d'armes, dont quelques officiers, étaient là, attendant on ne sait quoi. « Tiens, tu es là, toi aussi ?» ?»« Oui. »« Étonnant. Comme tu as fait la guerre d'Espagne, on te croyait décidé à ne pas te laisser prendre. » »« Je suis toujours décidé à ne pas me laisser prendre. » Un officier haussa les épaules et dit d'une voix fatiguée: « Ah, à quoi bon? Tout est fini. » »« Non, tout n'est pas fini. La guerre continue. » »« Alors, pourquoi n'es-tu pas passé de l'autre côté? Pourquoi n'as-tu pas suivi tes copains en Angleterre ?» Le simple soldat du génie fit une réponse toute de foi et de résistance et de volonté. « Parce qu'il y aura beaucoup à faire ici. » Puis d'un bond, notre homme franchit le fossé, se coula derrière une rangée de saules et disparut. Et oui, un prisonnier évadé. Le temps passa. Ceux qui, ne se fiant pas aux belles paroles de l'ennemi, avaient regagné leur foyer par leurs propres moyens, commençaient à se rassurer. Les Boches n'avaient pas l'air de s'occuper d'eux. Et puis les hommes d'Hitler étaient si corrects, certains disaient d'ailleurs si affables. Ce n'étaient plus les pillards de 1914. Ils payaient leurs acquisitions. Seulement, les mains pleines de fausses monnaies, ils vidaient systématiquement nos magasins avec un semblant d'honnêteté. Soieries, lainage, maroquinerie, jouets, etc. prirent le chemin de l'Allemagne à une cadence accélérée. Et quand les protecteurs furent bien servis et les stocks épuisés, on songea à réglementer la vente des textiles. Les rexistes redressaient la tête. Leur heure était venue. Ils allaient pouvoir nager à pleine brasse dans leur élément. La trahison et la délation. D'autre part, dès juillet 1940, certains ouvriers se distinguèrent en portant un brassard blanc. C'était la marque imposée par l'Allemand aux travailleurs volontaires. Chose étonnante, on reconnut parmi ces derniers des gens qui, avant la guerre, avaient pour le travail une aversion prononcée, des chômeurs professionnels, fainéants de toutes espèces, tels cet agent de police révoqué pour vol en 1934. Tout cela nous donne une idée des adeptes de l'ordre nouveau. En même temps, nous comprenons quelle méfiance devaient exercer les réfractaires à l'esclavage et les embûches qu'ils allaient rencontrer. Notre ami du 21e bataillon avait rejoint son foyer dans les environs immédiats de Charleroi. Après l'armistice franco-allemand, les Boches soufflaient et préparaient l'invasion de la Grande-Bretagne. De l'autre côté de la Manche, Churchill et De Gaulle unissaient leurs voix pour prédire une lutte longue et cruelle, mais aussi pour donner
l'assurance de la victoire. Et dans tous ces discours, dans toutes ces promesses, un ordre était lancé à notre adresse. Résister. Résister, oui. C'est à quoi était résolu l'évadé questionné au bureau de l'Office du travail, qui à ce temps-là n'était pas encore empesté de la collaboration au grand jour. Les formalités ne furent pas compliquées. Votre nom, Raoul Baligan. Profession, électricien. Raoul Baligan participera à la création de l'armée belge, des partisans armés, dont il deviendra d'ailleurs le commandant national. J'en terminerai là aujourd'hui et je vous donne un nouveau rendez-vous dans une quinzaine de jours, en toute amitié.